Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 22 juillet 2024. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a pris part hier au 6e sommet de l'Union africaine qui se tient à Accra, dans la capitale du Ghana. Également dans l'actualité de ce 22h, ce dispositif hypothécaire innovant pour les familles modestes, dirigé par le ministre de l'Industrie et la ministre du Logement. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden se retire, Kamala Harris monte au créneau. Voilà pour les titres, mais avant de développer ces titres, à peine les discussions continentales achevées, le président Guelleh a pris son envol pour Paris, répondant à une invitation prestigieuse du président français Emmanuel Macron pour assister à l'ouverture des Jeux olympiques 2024. Le président Guelleh à Accra n'est pas passé inaperçu. Figure respectée sur la scène politique africaine, il a activement contribué au débat centré sur le développement durable, la paix et la sécurité de l'Afrique. Le chef de l'État, dans une intervention raisonnée marquée par un appel vibrant à l'unité et à la coopération interafricaine à Paris. Le président Guelleh, c'est un autre type de célébration qui l'attend. Le dirigeant djiboutien, en tant que fervent prometteur du sport et de ses valeurs universelles, le président de la République sera aux côtés des leaders mondiaux et de milliers de spectateurs pour inaugurer les Jeux olympiques de 2024. Cet événement qui promet d'être un spectacle de fraternité et de compétition saine est aussi une occasion de renforcer les liens diplomatiques entre Djibouti et la France. L'invitation personnelle du président français Emmanuel Macron au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh témoigne des relations étroites et cordiales entre Djibouti et la France, deux nations liées par une histoire commune et une coopération continue dans divers domaines. Pour Djibouti, la participation à ce grand rendez-vous sportif est également une opportunité de mettre en lumière ses propres ambitions et investissements. Je vous le disais en titre, le président Guelleh a participé à Accra, la 6e édition du sommet de coordination de l'Union africaine qui s'est tenu à Accra, capitale du Ghana. Les dirigeants africains ont discuté des sujets variés, notamment la réforme institutionnelle de l'Union africaine, visant donc à transformer l'Afrique en une économie prospère et un continent pacifique et intégré. Ces sommets de chefs d'État et de gouvernement africains interviennent dans un contexte marqué par des multiples crises politiques et sécuritaires à travers le continent. garasha ugu jeexa gela wada muujiyo hadiya jeer wadae inaad waajibka gudatay bay cidiji kaarayne jaranjarooyin adag iyo intaad jiira soo dhaaftay eed meela qayrka ku jabay adigu soo jiidhay way runta lagama jeeste intaa jariya buur fanatay ee aad jabuuti awadeed jirab kasta u mudatay way qof jiraysan mooye shacbigu jeel hoo qiray. Place maintenant à l'intervention du chef de l'État lors de ce sommet. Le président Guelleh donc a dédié le premier volet de son intervention au récit de sa convergence de vues avec les réformes récentes engagées sous l'égide de l'Union
africaine en faveur de la modernisation, de l'intégration des communautés économiques régionales du continent. Écoutons la première intervention du président de la République. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Monsieur le président de la Commission, Mesdames et Messieurs, at the outset, allow me to express my heartfelt thanks to my brother, His Excellency Nana Akufo-Addo, President of the Republic of Ghana, as well as the Ghanaian people, for the warm welcome and generous hospitality extended to us since our arrival in this beautiful city of Accra. À juste titre, nous nous réjouissons encore une fois de l'institutionnalisation de la présente réunion qui nous permet de définir les priorités des CER, mais également d'harmoniser la gouvernance, l'efficience et l'efficacité dans la gestion du développement continental. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des réalisations accomplies par notre Union dans le cadre d'initiatives majeures telles que, entre autres, la Vision 2063, la ZLECA ou encore la réforme institutionnelle. Cependant, le commerce intra-africain et l'intégration resteront des vœux pieux si nous restons isolés les uns des autres. Oui, nos efforts de développement resteront vains tant que le système économique et financier international continuera de maintenir nos pays dans un corset de règles et pratiques qui freinent les flux d'investissement vers notre continent. C'est tout le sens du plaidoyer que nous, présidents des conseils régionaux, champions des différentes initiatives africaines, présidents de la Commission, ainsi que les présidents des institutions financières africaines devons mener sans relâche. Monsieur le Président, nous saluons la mise en œuvre du nouvel indice synthétisé d'intégration régionale africaine et félicitons à cet égard la Commission pour cette initiative déterminante. Cet outil innovant marque en effet une étape importante dans notre parcours collectif, garantissant une approche importante, participative à la fois des États membres et des CER vers une intégration et une responsabilité régionale plus soutenue. De plus, ce processus inclusif génère un sentiment d'appropriation qui est essentiel au succès d'un tel programme de transformation. Il est clair aujourd'hui que l'intégration régionale transcende les limites conventionnelles et de la libéralisation des échanges tels qu'initialement énoncés dans le traité d'Abuja. C'est dans cet esprit que la région de l'IGAD s'est dotée en juin 2023 d'un nouveau traité qui s'est inspiré des objectifs du traité d'Abuja et de la ZLECA. Il ambitionne non seulement de renforcer le commerce, mais également d'adapter nos programmes afin de mieux répondre au contexte géopolitique et économique de notre région. Monsieur le Président, l'impératif d'un développement réussi requiert incontestablement une approche holistique qui intègre diverses dimensions du développement socio-économique et de la coopération. C'est pourquoi l'indice d'intégration révisé adopte une perspective plus large et englobe l'intégration commerciale, les infrastructures, l'intégration sociale, l'intégration financière et la libre circulation des capitaux. Il s'aligne de ce fait parfaitement au mandat stratégique de l'IGAD et garantit que nos efforts soient harmonisés avec les objectifs régionaux et continentaux communs. D'autre part, l'évolution des cadres de mesures discutées dernièrement à Kigali a été déterminante. En s'appuyant sur ces leçons,
IGAD souscrit entièrement au développement d'un cadre adopté à ces objectifs. Un tel cadre devrait non seulement refléter les mandats généraux des CER, mais capitaliser aussi sur les avantages comparatifs uniques de chaque région. Il serait toutefois souhaitable à l'avenir que les enrichissements éventuels au cadre des mesures s'alignent sur les discussions en cours sur la division du travail entre l'Union africaine et les CER. Cet effort contribuera à clarifier les rôles de chaque CER dans le but de minimiser les chevauchements et d'éviter la duplication des efforts. Une telle lisibilité et compréhension amélioreront l'efficience et l'efficacité de nos efforts et mesures d'intégration collective. Dans le second volet de son intervention, le président Guélé a dévolu son intervention à la tribune du 6e sommet de coordination de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, notamment dans la Corne de l'Afrique. Le président force est de reconnaître que malgré les avancées de notre Union, nos défis restent nombreux et pressants dans la région de l'IGAD, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité. En effet, les crises internes ou encore les différends entre les pays membres dispersent nos efforts et nous retardent sur le chemin du développement. Permettez-moi d'attirer l'attention de ce sommet sur la situation extrêmement préoccupante de ce pays frère qu'est le Soudan. Les efforts de paix engagés jusqu'à présent, que ce soit sous les auspices de l'IGAD, de l'UA, le processus de Jeddah, les initiatives des pays voisins restent au point mort. Plus les combats se poursuivent, plus les risques d'un effondrement complet du Soudan augmentent. Cela aura sans aucun doute des conséquences extrêmement graves pour notre région. Djibouti, en tant que président en exercice de l'IGAD et en tant que pays frère du Soudan, soutient depuis le début toutes les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu donnant la voie à une paix durable. À ce titre, la présidence de l'IGAD, en collaboration avec l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue arabe et les Nations unies, ainsi les principaux États membres engagés dans les efforts de paix au Soudan vont se rencontrer à Djibouti le 25 et le 26 juillet pour une retraite des médiateurs. Cette dernière a pour objectif de conjuguer les différentes initiatives et ramener pacifiquement le Soudan à un processus politique inclusif et bien coordonné à travers un dialogue crédible. Nous espérons qu'à l'issue de cette retraite, toutes les parties prenantes parleront d'une seule voix et tireront parti de leur capacité et influence afin de mettre fin à cette guerre insensée et soulager les souffrances du peuple frère soudanais. Je vous remercie. Et bien, lors de cet 6e sommet de coordination de l'Union africaine, le président Guélé a fait donc plusieurs rencontres. Notamment, il a reçu le président de l'Angola, M. Joao Lorenzo. C'était en marge de ce sommet. La rencontre entre le président Guélé et son homologue de l'Angola a servi de cadre de vue d'aborder plusieurs sujets à l'ordre du jour de ce sommet, notamment l'importance de cette réunion pour aborder les sujets cruciaux et les défis actuels que les pays du continent africain font face et qui nécessitent une action concertée. Le chef de l'État a ensuite reçu le président du Nigeria. C'était en marge de ce sommet. Le président Guélé et son homologue de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu,
a été l'occasion également d'aborder plusieurs sujets d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, le chef de l'État a abordé avec son homologue les relations bilatérales ainsi que les voies et moyens permettant de promouvoir et de les développer. L'entretien entre le président Guelleh et son homologue du Nigeria a vu la participation du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, et les proches collaborateurs du chef de l'État. Retour à Djibouti, je vous l'ai dit en titre, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, et la ministre de la ville, de l'urbanisme, de l'habitat, Mme Amina Abdi Adan, ont convoqué une réunion de travail de haut niveau regroupant les institutions financières conventionnelles. L'événement a vu la participation du gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, Mme Choukri Abdullahi Mohamed, président du conseil d'administration du FOGAD, le directeur général d'Aroulos et du FOGAD, respectivement, M. Abdelrahman Ali et Awad Ahmed Awad Mou'ti. La rencontre s'est tenue dans le but d'explorer et de promouvoir la nouvelle fenêtre de garantie hypothécaire récemment instaurée par le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce dispositif innovant vise à étendre et à faciliter l'accès aux prêts immobiliers, jusqu'ici souvent négligés par les institutions financières. En ouverture de séance, le ministre Ilyas Moussa Dawale est revenu sur le rôle stratégique dans l'atteinte des objectifs gouvernementaux relatifs. Pour plus de précisions, écoutons le gouverneur de la Banque centrale. Place maintenant donc aux séries des discours. En premier, le ministre Ilyas Moussa Dawale qui a précisé que cette initiative des autorités qui espèrent ouvrir des nouvelles perspectives. Voici ses propos. Depuis quelques années, nous travaillons à un projet ambitieux pour faire en sorte à ce que nos compatriotes, les Djiboutiens, puissent accéder au logement. Il y a eu beaucoup d'efforts faits depuis dans différentes initiatives, notamment dans la promotion immobilière avec l'encouragement des promoteurs nationaux, également étrangers, pour permettre à ce que les logements soient accessibles à Djibouti. Nous savons, c'est un sujet majeur. Et nous vous remercions pour également votre collaboration dans ce sens-là. Si on a réussi à inverser la tendance par rapport au logement de classe moyenne et supérieure, mais nous restons cependant bien en dessous de nos attentes, de nos ambitions pour le logement des catégories inférieures, c'est-à-dire de la population ayant un salaire entre 80 000 et 270 000. Avec la collaboration du groupe de la Banque mondiale, AFC, nous avons procédé donc à certaines nouvelles initiatives, notamment la mise à disposition d'une garantie immobilière à travers le fonds de garantie, en réformant la procédure du fonds de garantie partielle de Djibouti pour permettre à ce que le logement soit également pris en compte dans ces produits. Et c'est dans ce sens-là qu'avec le ministère de la Ville, de l'Habitat, on a donc mis à disposition du fonds de garantie d'une somme, dans un premier temps, à titre de pilote, de l'ordre de 10 millions de dollars, pour essayer en tout cas d'absorber le maximum pour donc cette catégorie de population primo-accédante. Et pour sa part, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Adan, s'est exprimée en ces termes. L'accession à un logement décent pour tous les Djiboutiens est vraiment la pierre angulaire de la politique gouvernementale. C'est un sujet qui est très très important pour les populations et pour les familles djiboutiennes, mais aussi pour l'économie nationale. Donc, je pense que sur ça, tout le monde est d'accord. Comme le ministre l'a rappelé, nous avions mis il y a un an
je crois que c'était au mois de juin 2023. Il y a eu des conventions qui ont été signées ici, donc avec vous, pour pouvoir donc expérimenter ce nouvel outil qui est le fonds de garantie partielle pour une certaine catégorie de population. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire un peu le point sur est-ce que ça a marché, s'il y a des contraintes, quelles sont donc ces contraintes, il faut vraiment les identifier et essayer de trouver les solutions ensemble. Je sais que l'équipe qui est en charge ce dossier vous a rencontré à plusieurs reprises. Il y a eu des avancées certaines sur certains points, mais il persiste encore vraiment des obstacles que je propose aujourd'hui, que nous proposons de lever ensemble et essayer de trouver s'il y a des choses à corriger. En bref, et en image où le secrétaire d'État chargé des sports a accordé une audience au comité exécutif du collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable. La rencontre a été l'occasion de saluer et féliciter les efforts continus du collectif dans la promotion du sport à travers l'organisation annuelle du grand tournoi de la paix et de l'amitié intercommune, désormais à sa 4e édition. Le secrétaire d'État a chaleureusement donc félicité le collectif pour leur engagement et leur contribution significative au développement du sport. Le ministère de l'Environnement et celui de l'Énergie ont conjointement organisé avec la participation du programme des Nations Unies pour le développement un atelier sur l'électrification dans les zones rurales. L'atelier est ouvert sur un tableau animé de discussions passionnantes ainsi que des échanges stratégiques, des cartes détaillées des régions rurales du pays ponctuées par des points rouges et marquant les sites des mini-réseaux électriques potentiels. Les participants sont venus des 4 coins du pays et qui étaient animés par une même vision, celle d'apporter une électrification stable et durable dans les zones rurales souvent oubliées. Les hauts fonctionnaires du gouvernement et leur voix résonnaient donc avec autorité, entrelacées avec les idées innovantes des spécialistes techniques et les témoignages émouvants des représentants des communautés locales. Partenariat avec le ministère de l'Énergie et le ministère de l'Environnement. Ce dialogue national marque une étape décisive dans notre engagement collectif envers un avenir énergétique durable et inclusif pour Djibouti. En effet, l'électrification rurale est au cœur des défis cruciaux pour Djibouti. Et accompagnés de tous ses partenaires, nous devons relever ces défis pour garantir un avenir équitable et durable pour tous. L'accès à l'électricité n'est pas une simple commodité. Il est au centre du progrès social et économique. Comme vous le savez tous, dans les zones rurales à Djibouti, seulement 26% de la population a accès à l'énergie. Et ainsi, les possibilités de développement sont limitées. Par conséquent, l'accès à l'énergie freine considérablement la croissance économique, mais aussi l'amélioration des vies pour les populations rurales. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Dini Abdallah Omar, a pris la parole en premier. Voici ses propos. Vous n'êtes pas sans savoir que le changement climatique, en particulier, en plus d'être un phénomène climatique complexe, impacte durablement la qualité de vie de nos concitoyens. Le combattre est une nécessité pour la survie de l'homme plus qu'un choix. Nous pouvons alors nous demander adaptation ou atténuation. Dans notre pays, les 2 options s'imposent. Le renforcement de la résilience des populations est indispensable face aux sécheresses récurrentes. Les aléas socio-économiques des changements climatiques nous contraignent à développer des mesures d'adaptation durables et efficaces. De l'autre côté, il est important d'agir sur les causes mêmes de ce dérèglement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. C'est dans cette optique que le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, n'a cessé de faire un plaidoyer pour que notre pays devienne
un pionnier dans le développement de l'utilisation des énergies renouvelables. En effet, notre pays possède un fort potentiel en énergie renouvelable, un fort potentiel en énergie renouvelable, et le développement de la géothermie, de l'éolienne et du solaire sont autant de projets ambitieux de notre gouvernement. Mesdames et messieurs, ce projet s'inscrit, le projet comme le dialogue national que nous lançons aujourd'hui, s'inscrit dans la vision 2035 et dans le respect des engagements de Djibouti en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, la contribution déterminée nationale élaborée dans le cadre de l'accord de Paris engage notre pays à réduire de 40% ses émissions dans un scénario inconditionnel. Il est donc important de mobiliser nos ressources pour promouvoir le développement des énergies renouvelables. L'énergie solaire est particulièrement adaptée au contexte environnemental de notre pays. Le projet Mini-Grid me tient particulièrement à cœur parce qu'en plus de contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques, il répondra efficacement à la volonté d'électrification rurale de notre pays. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Énergie, M. Mohamed Kile Ouahi, s'est exprimé en ces termes. Comme vous le savez, l'énergie, de manière générale, est donc un facteur indispensable et un catalyseur du développement socio-économique de manière tout court, dans notre pays et de manière générale. Et cela est d'autant plus vrai pour les localités éloignées. Donc l'éducation rurale donc, constitue, c'est pour cela que l'éducation rurale constitue la pierre angulaire de la politique énergétique du ministère de l'Énergie. Elle s'est définie comme un objectif spécifique de la politique énergétique guidée par les principes de développement économique et social durable pour l'émergence d'un Djibouti durable. Donc le MERN a entrepris ces dernières années d'énormes efforts pour fournir des solutions d'accès à l'électricité à nos populations rurales pour laisser personne de côté. Ces solutions sont diverses et sont adaptées à chaque typologie des villages. Donc cela peut aller à la connexion au réseau national quand cela est possible et économiquement fiable. Ça peut être le développement d'un mini-réseau thermique. Des fois, ça peut être, au meilleur des cas, le développement des mini-réseaux PV solaires, donc renouvelables, le développement des mini-réseaux hybrides. Donc, selon les typologies des villages, les solutions sont proposées. Donc, plus simplement, ça peut être une simple distribution de kits solaires pour les foyers. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cette visite d'inspection du général des corps d'armée, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cheikh Ibrahim, qui a effectué une visite d'inspection à la caserne du bataillon d'intervention rapide situé à La Cassale. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'avancement des travaux d'infrastructures essentiels pour le développement stratégique de la région. Accompagné de plusieurs hauts responsables militaires, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux pour atteindre les objectifs fixés. Les infrastructures de cette caserne sont cruciales pour renforcer la présence militaire et assurer la sécurité dans cette zone considérée comme le futur poumon économique du pays. Lors de cette inspection, une attention particulière a été portée sur le dispositif de sécurité mis en place. Le général a tenu à vérifier personnellement que toutes les mesures de protection sont respectées et optimisées pour garantir la sécurité des installations et des personnels.
tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan armi jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen. Durant cette même journée, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a également effectué une inspection surprise à la caserne du bataillon d'intervention rapide situé à Al-Ounay. Le dispositif de sécurité a été également minutieusement passé en revue pour s'assurer de son efficacité et de sa réactivité face à toute menace potentielle. Le programme de formation en cours a également été vérifié pour garantir qu'il répond aux standards élevés et de compétences militaires requis. Le moral de la troupe et les conditions de vie des militaires ont été également inspectés de près, avec le général prenant le temps d'écouter les préoccupations des soldats et de leur apporter des encouragements. M. Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, n'a pas hésité à donner quelques conseils pratiques et a même prodigué des leçons d'ordre serré aux officiers en présent. askari gala harligaynu leenahay hebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray arlagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga hadantaanahay arlagu gam'aanahay tiir la iirkadaanahay adiga hadantaanahay ololyo dabbaanahay onkodiyo colbaanahay haddii laga baqaanahay seef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay
gurmodiyo colabaanahay haddii laga baqaanahay seef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano geedaad ku iima karo abur iyo masbaano geedaad ku iima karo abbaha dalkeen. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment à l'Essabier, où en cette période estivale de grande chaleur dans notre pays, où de nombreux compatriotes vacanciers ou autres continuent de se rendre en Éthiopie voisine pour passer leurs vacances. Le bus partant du chef-lieu d'Al-Sabier-Ville sont autorisés à déposer les voyageurs dans un premier temps vers le poste frontalier djiboutien du Guélilé. Une fois toutes les procédures de visa de sortie et de voyage à l'étranger accomplies, les transporteurs nationaux ont l'autorisation d'emmener les voyageurs au poste frontalier éthiopien, notamment appelé Guélilé 2. Notons depuis une période de 6 années consécutives, les transporteurs djiboutiens n'avaient pas le droit de déposer les voyageurs vacanciers au poste appelé communément Guélilé 2. À l'initiative des autorités régionales, à savoir le préfet de la région d'Al-Sabier, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Charmarke Hassan Al-Ali, le colonel des forces armées stationné à Guélilé, Robleh Mohamed Abdallah, le chef du détachement de la police et celui de la douane, ont décidé de faciliter cette traversée de la frontière aux voyageurs djiboutiens se rendant en Éthiopie. Et ce, en concertation avec le président du syndicat de bus d'Al-Sabier, Mahmoud Farah Wabali, assurant le transport des voyageurs vers la localité frontalière du Guélilé. À cet effet, ils ont entamé des discussions avec les responsables des services de l'immigration, de la police fédérale et de la douane du poste frontalier côté éthiopien. En nouvelle du monde, je vous le disais en titre, le retrait de Joe Biden, Kamala Harris, favorite pour le remplacer après plusieurs semaines de débat sur sa santé mentale et physique. Joe Biden, 81 ans et 46e président des États-Unis d'Amérique, a annoncé son retrait de la course présidentielle. Biden a encouragé ses partisans à se rallier derrière Kamala Harris, le plaçant comme la favorite du parti pour l'investiture lors de la convention de Chicago en août prochain. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.